OK, bienvenue dans cette vidéo. L'objectif, c'est ultra simple, c'est de venir dépiler les 6 piliers plus ou moins critiques que j'ai pu remarquer sur les 16 machines qui conduisent à un manque de résultats. La plupart du temps, quand il y a pas de résultat, la réaction typique, c'est soit on arrête tout, soit on change tout de A à Z. Alors qu'en réalité, c'est parfois juste un paramètre qui influence. J'anticipe déjà un peu. On a un système d'acquisition, c'est relié par plus ou moins ces 6 étapes: infrastructure, la data que vous allez collecter, le ciblage que vous allez faire, le message que vous allez envoyer, les follow-up que vous allez faire et le tracking que vous allez faire. Ça fonctionne en système. Autrement dit, s'il y a un maillon de la chaîne qui bug, ça influence tous les autres maillons, d'accord? Et donc, potentiellement, un problème de data peut vous conduire à avoir 0 rendez-vous, un problème de message, pareil, un problème de tracking, plus ou moins pareil, parce que du coup, vous ne savez pas ce qui a réellement fonctionné ou pas fonctionné, et vous êtes pas en mesure de le reproduire. Donc dans cette vidéo, on va essayer de traiter les 6 piliers, en direct avec les solutions que je vais vous apporter. Et si vous constatez potentiellement quelque chose que vous ne faites pas, essayez de le mettre en place et vous verrez, vous aurez probablement déjà beaucoup plus de résultats que ce que vous pouviez avoir avant. Le premier sujet, c'est l'infra, la délivrabilité. C'est la base de votre système, c'est ça qui va vous permettre d'envoyer des messages, de les recevoir aussi. Premier problème que je constate trop, c'est beaucoup trop de volume par email. Il y a un basique à respecter aujourd'hui, c'est que c'est de plus en plus compliqué d'arriver dans la boîte mail principale. Beaucoup plus simple d'arriver en spam et de ce fait, vous devez faire votre maximum pour respecter déjà les critères de délivrabilité. Des noms de domaine, adresse mail sous, Google Workspace Outlook, d'accord? Pas plus de 3 emails connectés par nom de domaine et dans l'idéal, entre 20 et 25 emails par jour par adresse mail, d'accord? C'est comme ça que vous allez déjà maintenir une bonne infrastructure. Ensuite, la question, c'est du coup de se dire comment je passe de ces règles d'envoi à l'infrastructure nécessaire pour remplir mes objectifs. Ah, c'est pas très compliqué. Ce que vous devez faire, c'est d'abord déterminer le volume de rendez-vous que vous voulez tous les mois. 10 rendez-vous, 20 rendez-vous, 100 rendez-vous, 400 rendez-vous, d'accord? De ce fait, vous allez pouvoir plus ou moins déterminer votre taux de conversion. Combien de personnes vous devez contacter pour avoir un rendez-vous qui est pris, OK? Et à ce moment-là, c'est plus que des calculs. Si vous savez que vous devez contacter une personne pour avoir si vous savez que vous devez contacter 100 personnes pour avoir un rendez-vous et que vous en voulez 10, vous savez que vous devez contacter 1000 personnes. OK, si vous savez que vos séquences d'emails font 3 emails à peu près, ça veut dire que 1000 fois 3, vous allez envoyer 3000 emails par mois. À ce moment-là, vous divisez par le nombre de jours que vous avez dans un mois, le nombre de jours d'envoi. Ensuite, vous redivisez par le nombre d'emails que peut envoyer une adresse mail, ça va vous donner le nombre d'adresses mail et de ce fait, vous allez déterminer les domaines nécessaires. C'est pas plus compliqué que ça. Typiquement, à peu près 100 emails par jour, on est aux alentours de 4 comptes email pour 2 domaines. 250 emails jour, 10 comptes, 4 domaines, 1000 emails par jour, 40 comptes, 14 domaines. D'accord? Donc, ce qui est ultra important à comprendre, c'est déjà bien respecter cette volumétrie d'envoi, OK? Et bien faire attention à ne pas la dépasser. Si vous la dépassez, vous cramez votre infrastructure. Une infrastructure, une fois qu'elle est cramée, elle est bonne à être changée. Deuxième point, les spam words. C'est des choses qui sont très souvent utilisées dans du copywriting des emails. J'aurais pu le mettre sur le message, mais pour moi, ça va aussi avec la délivrabilité. Un spam word, c'est tout simplement un mot qui est utilisé dans votre copywriting qui vous envoie directement en spam. Les types de mots comme, gratuit, sans engagement, offre exceptionnelle, produit révolutionnaire. Tous ces mots très marketing, très sales, qui sont beaucoup trop pushés, d'accord? Il faut à tout prix éviter d'utiliser ces mots-là, sinon vous allez directement en spam. Mais il y a d'autres sujets aussi qui vous envoient en spam facilement, d'accord? Par exemple, c'est, le nombre de liens que vous allez utiliser sur votre copywriting. Dans l'idéal, évitez de mettre un lien sur les premiers emails, sauf si c'est vraiment game changer et ça va amener un gros pourcentage de conversion. Pas d'image lourde, pas de pièce jointe trop importante, d'accord? L'objectif, c'est vraiment d'envoyer l'email le plus simple possible. Si vous pouvez avoir uniquement du texte, faites uniquement du texte parce que c'est comme ça que vous vous assurez de rentrer le plus facilement possible, dans la boîte mail principale. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une conversation qui ressemble à une conversation, one to one. Vous envoyez un email à un collègue, vous envoyez un email à une relation, c'est, une formule de salutation, aller droit au but, la phrase, le pourquoi du comment et le CTA. Alors quand on est un email, on n'a pas besoin de se casser la tête sur la formulation parce que théoriquement, on va avoir une réponse, de la part d'un collègue. Là, c'est pas des collègues que vous contactez, donc il faut à tout prix travailler votre persuasion et arriver très rapidement, en très peu de mots, à exprimer la problématique, faire en sorte qu'il la ressorte et amener la solution potentielle. Bien évidemment, il peut aussi y avoir des problèmes de paramétrage, hormis le nombre d'emails envoyés, tout ce qui est SPF, DKIM, marques, OK? Personnellement, en 2025, on oublie l'autoconfiguration.
d'accord? À part effectivement si vous êtes une agence, si vous avez un sujet d'optimisation des coûts au maximum. Mais si aujourd'hui vous devez faire du cold emailing et que vous avez du budget pour ça, vous avez le budget pour mettre en place une sales machine, travaillez avec des outils qui vont vous simplifier la vie, notamment un outil qui s'appelle Zapmail. Cet outil-là, c'est ultra simple à mettre en place. Ça vous permet d'acheter des domaines et des boîtes mail et c'est eux qui vont s'occuper en fait de la configuration SPF, des marques, des KIM, et cetera. C'est eux qui vont envoyer ça automatiquement vers votre outil d'emailing, Lemlist, Smartly, Instant List, que vous voulez. Bref, ça vous fait gagner énormément de temps. Vous pouvez acheter autant de boîtes mail que vous voulez. C'est ultra simple de les personnaliser et de les paramétrer. Quand je dis personnaliser, c'est ajouter cette petite photo de profil, choisir les noms, prénoms que vous voulez. Ça marche super bien et ça vous fait gagner beaucoup de temps et c'est aux alentours des 3,20 € l'adresse mail, donc ça reste franchement abordable. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est de mettre en place un WAM qui est très progressif, d'accord? Hem, Typiquement, un nom de domaine qui va envoyer 500 emails par jour, c'est clairement un red flag. Je parle bien d'un nom de domaine, pas un email, hein, d'accord? Mais déjà, sur la base de 25 emails par jour par adresse mail, avec 3 adresses mail maximum par domaine, ça vous fait 75 emails par domaine par jour maximum, hein. Donc n'allez pas chercher des centaines et des centaines par nom de ce que je veux faire comprendre, c'est que le warming de vos emails, il doit être très progressif, d'accord? Et surtout, vous ne devez pas commencer sur votre période de warm à envoyer 25 emails dès le premier jour. Typiquement, semaine 1, travaillez entre 5-10 emails, semaine 2, 10-15 emails, semaine 3, 15-20 emails, semaine 4, 25 emails. Et checkez de manière régulière le pourcentage d'emails de tests envoyés qui tombent en spam. Ça, n'importe quel outil de chauffe comme Lemwarm, comme celui de Smartclip vont vous le dire. Et surveillez bien ça. Ça sert à rien d'augmenter les volumes si vous constatez que vous avez déjà eu une hausse progressive du nombre d'emails de tests envoyés qui tombaient en spam. Rediminuez le volume et reprenez plus de temps. Autre point, bien évidemment, qui va impacter votre délivrabilité, c'est le copywriting trop répétitif, hein. La plupart des personnes, ce qu'elles font, c'est qu'elles configurent une campagne, d'accord? Et puis elles envoient cette campagne à 1000, 2000, 3000, 4000 personnes. Et les seules choses qui vont changer, c'est les variables. Le prénom ou peut-être une variable ou deux par-ci par-là. Ce qui fait qu'en fait, l'email a toujours la même pattern, il utilise toujours les mêmes mots de transition, il utilise toujours les mêmes CTA. Bref, grosso modo, utiliser des variantes, ça ne suffit plus à tromper les fournisseurs d'email. Et il faut clairement se dire: «OK, c'est le même mail qui a été envoyé de manière massive, personne dans la vie fait ça de manière naturelle, donc c'est de la prospection, donc j'envoie en spam». Donc c'est hyper important pour vous d'utiliser de la syntaxe. Vous pouvez aller vous renseigner sur n'importe quel logiciel d'emailing que vous utilisez. Dans leur documentation, ils vont vous expliquer comment fonctionne la syntaxe, mais grosso modo, c'est simple, c'est généralement entre guillemets avec des variations. Typiquement, au lieu de dire bonjour first name à chaque fois, bonjour, salut, hello, hi, bien évidemment. Réglez votre syntaxe en fonction du langage que vous pouvez utiliser avec les personnes que vous contactez, hein. L'objectif, c'est pas d'utiliser un terme qui serait pas apprécié, mais c'est vraiment d'amener des variations, d'accord? Gardez le même sens de votre message, mais amenez des variations sur à peu près 20, 30, 40 de votre texte. C'est ce qui va permettre aussi de ne pas être détecté en tant que prospection massive. Autre point, personnalisation dynamique entre les variables et la liquid syntaxe. La liquid syntaxe, c'est quoi? C'est une variation automatique qui se base sur une variable. Je te donne un exemple tout bête. Pour pouvoir dire bonjour monsieur ou bonjour madame dans un email, on va se baser sur une variable initiale qui peut par exemple être la variable genre, sexe. Si genre égale homme, alors bonjour monsieur. Si genre égale femme, alors bonjour madame. Ça, c'est ce qu'on appelle de la liquid syntaxe et vous pouvez en faire pour beaucoup de choses, d'accord? C'est ce qui permet aussi dynamiquement de faire varier le contenu de votre email sans même avoir besoin d'y retoucher. OK. Et puis, bien évidemment, on est à l'ère de l'IA en 2025. Personnaliser vos emails avec de l'IA. Je vous dis pas de faire des hooks un peu débiles et standards de style, «Salut, j'ai vu ton nouveau post, sur LinkedIn, super intéressant». Mais utilisez l'IA pour faire des variations de copywriting. Avec des outils comme Clay, par exemple, si vous utilisez dans votre sales machine, vous pouvez donner un contexte, vous pouvez donner un email type et vous pouvez demander à l'IA très facilement: «Créez-moi une variation de cet email-là». Elle va réutiliser des mots similaires, elle va utiliser des approches similaires qui, dans le fond, vont pas changer le copywriting, mais qui va permettre d'avoir un mail qui soit complètement différent. Ensuite, le sujet de data, super important. 1er point, c'est de la mauvaise donnée de contact, d'accord? Et ça se catégorise généralement par un bounce rate qui est supérieur à 2 3 Le bounce rate, c'est le nombre d'emails que vous envoyez qui reviennent immédiatement parce que l'adresse mail n'est pas délivrable, les données ne sont pas bonnes. Donc pour ça, il n'y a pas 30 000 solutions. Scrapping sur data fraîche, Sales Navigator ou des plateformes qui mettent à jour leur data en temps réel. Généralement, pour que ce soit le cas, il faut que ce soit les users qui mettent à jour leur data. D'où le fait que Sales Navigator soit de la donnée fraîche, puisque c'est les users directement qui vont mettre à jour leur profil. Et puis, bien évidemment, utiliser des providers d'email dynamiques, d'accord? Full Enrich, Pronto-HQ, et cetera, et des vérificateurs d'email, Zero Bounce, Emailable, qui vous assurent d'avoir des emails délivrables. OK? Donc des providers de données premium, validez tous vos emails avant l'envoi, d'accord? Donc allez chercher l'email,
Vérifiez vos emails, supprimez les invalides, les risqués, gardez uniquement les valides, des livrables et éventuellement si vous aimez du risque, les catch-all, mais les catch-all peuvent induire, une diminution de la performance et de la délivrabilité. Et bien évidemment, si vous aviez une base que vous avez scrappée il y a X temps, vous la repassez à la moulinette pour vous assurer que la personne soit toujours dans son poste là, que l'email soit toujours existant, délivrable, et cetera. OK? Et bien évidemment, qu'est-ce qui marche le mieux pour construire vos propres bases de données? Bah, c'est mettre en place une sales machine qui va le faire pour vous. Typiquement, intent data, détection, on va scraper les bonnes personnes, les bonnes boîtes sur LinkedIn. On vient faire un enrichissement avec clé, Apify, Proto-Issue, etc. On valide la donnée, on la segmente et on envoie dans un logiciel d'Optreach. Tout ça, donc c'est déterminé par la détection d'un intent. Il y a un momentum, il y a un moment spécifique et donc tout le flow se déclenche par la suite. Et donc vous êtes sûr d'avoir la donnée en temps réel au moment où l'intent a été détecté. Manque de données d'enrichissement, c'est différent du manque de données de data pure de contact, données de contact, email, LinkedIn, téléphone. Données d'enrichissement, c'est des informations sur le prospect, son âge, la bonne heure qu'il travaille, le poste qu'il occupe, et cetera. D'accord? Donc, alors bien évidemment, il ne faut pas enrichir de la data pour avoir de la data. Il faut surtout pas utiliser toute la data que vous avez dans votre copywriting, sinon ça va ressembler à rien, ça va se sentir. Par contre, là où très intéressant d'avoir beaucoup de data, typiquement des données firmographiques, des signaux d'intention, des données publiques, c'est que vous pouvez agréger beaucoup de choses et vous pouvez créer des paquets, des segments de personnes. Et ces segments de personnes, vous pouvez les adresser de manière significative. Par exemple, à quoi ça va servir d'aller scraper le contenu du profil LinkedIn d'une personne? Bah, c'est très simple, ça peut vous permettre par exemple de savoir, OK, elle poste tous les combien de temps sur LinkedIn? Et ça vous permet de savoir si c'est un user qui est actif ou non. Et de ce fait, si vous avez une offre avec l'activité LinkedIn, ça va vous permet de qualifier ou disqualifier une personne. La tech stack utilisée, ça vous permet de savoir si on est déjà sur une boîte qui est équipée sur le type de produit que vous amenez ou non. D'accord? Donc, toutes ces informations-là, c'est pas forcément pour les mettre directement en tant que variable dans votre copywriting, mais c'est surtout pour pouvoir segmenter, scorer vos leads et du coup, derrière, pouvoir créer des paquets, des segments de personnes que vous allez contacter de manière spécifique. Des données obsolètes, bon, ça, on en a déjà parlé, mais n'oubliez pas que tous les 3 à 6 mois, il va avoir un certain pourcentage de vos données qui ne va plus être bonne. Le poste de la personne, l'entreprise de la personne, l'email de la personne, enfin n'importe quoi, d'accord? Donc remettez toujours à vos bases de données contact à jour quand vous les réutilisez. Moi, typiquement, des fois, ça m'arrive de réutiliser une base d'un mois à l'autre. Je m'efforce de remettre à jour la data parce que je sais qu'il va y avoir une partie qui va plus être bonne, donc une partie qui va m'envoyer en spam, une partie qui, du fait que j'ai pas la bonne donnée, va détruire ma crédibilité et ça, c'est pas intéressant. Troisième point de problématique, la problématique de ciblage et d'awareness de vos contacts. La première problématique, c'est que vous contactez une mauvaise ICP. Il y a des boîtes qui sont persuadées qu'il faut contacter les CEO quand il faut en réalité contacter les CMO, le Head of Sales ou n'importe qui d'autre, d'accord? Et ça, c'est très compliqué de le savoir tant que vous n'avez pas fait votre prospection. Quelle méthode, grosso modo, pour, s'en rendre compte? Analysez votre base de clients actuelle, d'accord? Si vous en avez suffisamment, une certaine masse critique, essayez de retrouver des patterns qui correspondent. OK, tiens, on a généralement plus de CEO en Île-de-France qui font du vélo. Je donne un exemple tout bête. Essayez d'aller reproduire votre ciblage sur cette pattern-là. Donc pareil avec des données firmographiques et techniques, de persona et cetera. Mais surtout, testez plusieurs ICP en parallèle, si vous commencez la prospection. Je vous en supplie, testez plusieurs ICP. Parce que vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez dire: «Ouais, c'est le CEO, ma cible, très bien». Mais quand vous contactez des CEO, ils ne vous répondent pas. Par contre, quand vous contactez un CMO, il vous répond, il vous met en lien direct avec le CEO et vous arrivez à avoir un rendez-vous. Parfois, la prospection, c'est pas contacter sa cible en direct parce que quand vous contactez votre cible en direct, elle ne se rend pas compte de l'intérêt. Parce que cette cible a besoin soit de vous voir auparavant, soit d'avoir quelqu'un qui parle de vous. Donc, testez plusieurs cibles, testez plusieurs messages et regardez ce qui a réagi le mieux. Et appliquez ensuite. Mais ne partez pas avec des convictions, c'est la plus grosse erreur que vous pourriez faire. Donc, testez plusieurs ICP en parallèle sur un volume critique d'emails d'au moins 200-500 emails, d'accord? Analysez les taux de réponse, les taux de réponse positifs, les taux de retour, etc. Voyez s'il y en a un sur lequel vous arrivez à générer plus de rendez-vous, plus de ventes. Et à ce moment-là, vous appliquez cet ICP-là. Quatrième point, le message et l'offre, d'accord? Donc là, il y a beaucoup de problèmes possibles, mais déjà un manque de clarté. C'est-à-dire que, comme sur une vidéo que vous allez regarder sur TikTok, Instagram, le fait que vous regardez la vidéo ou non, ça va être grosso modo les 3 secondes, les 3 premières secondes qui se passent. Est-ce que vous avez été pris dans la chose? Est-ce que vous vous produisez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Bah, là, c'est pareil, votre message sous 3 secondes, on doit comprendre pourquoi vous contactez, pourquoi c'est pertinent pour la personne, d'accord? Ne perdez pas de temps. Ensuite, appliquez la structure de l'entonnoir inversé. Allez directement à l'essentiel et au plus important, d'accord?
On se dit souvent: «Mais non, mais il faut que j'appâte, il faut que je fasse monter la pression progressivement». C'est faux. Cold emailing égale vous contactez une personne qui ne vous connaît pas, elle a que très peu de temps à vous accorder, si ce n'est 0 temps. Allez direct à l'essentiel, d'accord? Et puis surtout appliquer la règle du «so what» et pourquoi. Quand vous écrivez une phrase, écrivez votre phrase et dites-vous directement après: «So what?» d'accord? Pourquoi je devrais m'en soucier? Si vous avez une réponse qui est infaillible, gardez-la. Si vous n'avez pas de réponse, supprimez-la. Ça veut dire que c'est parasite, c'est que de la décoration dans votre message. OK? Donc travaillez vraiment votre message pour qu'il soit fluide, rapide, d'accord? Et bien évidemment, faites varier votre message sur différents points de douleur, sur différentes solutions, parce que vous avez peut-être pas trouvé le point de douleur qui fait réagir votre cible directement. Donc, grosso modo, moins de 80 mots, la première ligne parle du prospect, on comprend ce que je propose en 3 secondes et chaque phrase est essentielle. Parler aussi de features au lieu d'outcomes, c'est une des principales problématiques. C'est important que vous compreniez que quelqu'un sur un cold emailing ne va pas répondre pour une feature. Il va répondre pour une solution qui est étayée par une fonctionnalité. C'est différent. C'est-à-dire que la personne ne va pas répondre si je lui dis, heu, ma sales machine scrape en temps réel, toutes les 2 aides vos utilisateurs. Il va répondre si je lui dis: «Ma sales machine enfin les 16 machines que je construis vous permettent de contacter de la meilleure manière possible avec toutes les données disponibles, hem, vos, prospects et donc de faire la différence et de personnaliser votre message parce qu'on a une surveillance en temps réel de X signaux», par exemple. Bien évidemment, il faut retravailler la phrase, je l'ai sortie comme ça, il faut la raccourcir, il faut la simplifier, mais c'est ça l'effet. Parlez d'une solution et étayez-le avec votre feature, mais ne parlez pas uniquement de votre feature. Hem Autre point très important, la longueur du copywriting, on va pas s'étayer là-dessus, mais grosso modo, pour votre email, sur un format téléphone, la personne n'est pas besoin de scroller. 80 mots maximum, quelque chose d'assez aéré, une formule de salutation, problématique, solution directe, CTA. Basta, on ne prend pas plus de temps, on n'est pas là pour raconter sa vie, on n'est pas là pour faire copain-copain. Partez du principe qu'ils n'ont pas envie de lire votre message, que quand ils vont ouvrir votre message, ils vont partir du principe que c'est quelque chose qu'ils vont jeter à la poubelle dans les 3 secondes à venir. Donc, soyez efficace, droit au but. Dès ces théâtres trop ambitieux, le nombre de fois où je vois des premiers emails avec des demandes de call, des demandes, d'audit complet et cetera, tout ça, en fait, ça engage votre prospect. Ça engage à prendre une demi heure de son temps, ça engage à répondre à un gros formulaire et cetera. 1er message, vous essayez d'établir un contact, vous essayez de ne pas vous faire envoyer péter, allez faire en sorte d'avoir une petite victoire très rapide. Un oui, un non sur un email, un d'accord, pas d'accord, quelque chose de très rapide qui vous permet ensuite de lancer la conversation. Mais n'allez surtout pas chercher directement, des rendez-vous, des trucs qui engagent réellement vos prospects parce que vous allez complètement les perdre. Bien évidemment, centrez beaucoup plus le message sur vous et non votre prospect. Il y a une technique très simple, c'est le test du ratio nous-vous. Vous comptez les vous que vous avez utilisés dans votre email et les nous. D'accord? Si vous avez beaucoup plus de nous, c'est que vous avez une grosse problématique parce que ça veut dire que vous avez un message auto-centré, que vous parlez que de vous. D'accord? Donc allez chercher plus de vous. C'est pareil, du coup, transformez mes phrases. Par exemple, si vous dites: «Nous avons une solution qui», vous parlez de vous ne parlez pas de la personne. Par contre, si vous dites: «Vous pourriez gagner 2 heures par jour en tac, tac, tic, tac, tac, tac», là, vous parlez de la personne. C'est complètement différent. Bien évidemment que dans les faits, ça veut dire exactement la même chose. Mais il y en a un où vous commencez par parler de vous et un autre où vous commencez par parler de la personne. Or, l'être humain adore quand on parle de lui. Heu 5e point, le follow-up, les séquences, d'accord? Problématique, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à un email, qui se disent: «Ah, je veux pas déranger, j'ai déjà envoyé un email, il m'a pas répondu parce qu'il est pas intéressé». C'est faux. Il y a, des dizaines d'explications, en fait, qu'il ne nous a pas répondu. Son inbox est surchargé, il a pas eu le temps, il était en congé, il a pas vu votre email. Bref, il y a plein de solutions comme ça qui peuvent expliquer le fait qu'il ait pas ouvert votre email, du moins la personne à qui vous envoyez n'est pas envoyé votre email. N'est pas ouvert votre email, pardon. Désolé, la vidéo commence à être longue. Donc, faites un minimum de touch point, 3 à 5 touch points minimum. Par contre, attention, un touch point, on va le voir après, faut qu'il y ait un réel intérêt. Si c'est juste un touch point pour dire, «Salut, tu m'as pas oublié, salut, tu as vu mon email», aucun intérêt. On arrête tout de suite. OK. Donc ne jamais abandonner après 1 ou 2 emails et analyser où les prospects drop off. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup trop sous-coté sur les campagnes. C'est que, les boîtes et les personnes se concentrent sur les emails qui convertissent le mieux, très bien, mais analysent très peu les emails qui drop off. Ce qu'on appelle un email qui drop off, c'est: «Ah, j'ai eu, 60 d'ouverture sur mon email et terme, passe à 30. Pourquoi?
Est-ce que c'est le timing? Est-ce que c'est la fin de mon ancien email qui a braqué la personne où il s'est dit directement: «Je veux pas être intéressé», du coup, il ne veut pas lire le second? Est-ce que c'est la manière dont commence mon deuxième email? Tout ça, c'est des choses à aller chercher pour augmenter votre stat. C'est tout bête, mais l'emailing, c'est aussi un système. Ça commence par la délivrabilité, taux d'ouverture, taux de réponse, réponse positive, rendez-vous booké. Si votre délivrabilité ou si votre taux d'ouverture, il stagne, par exemple, un très mauvais taux d'ouverture à 10, ça veut dire que sur 100 emails que vous avez envoyés, il y en a que 10 qui vont ouvrir, bah forcément, ça va impacter votre taux de réponse. Pour le même message, si vous passez de 10 de taux d'ouverture à 60, vous avez donc 6 fois plus de personnes qui ouvrent, vous avez des chances de peut-être bien avoir 6 fois plus de réponses. OK? Et vous n'allez pas contacter plus de monde. Donc analysez les drop-off, analysez les raisons à chaque fois sur les statistiques qui peut causer, la mauvaise performance. Des follow-up répétitifs sur nouvel angle, d'accord? Chaque email, un nouvel angle. Par exemple, email 1, problème A, signal d'intention. Email 2, problème B, question D. Email 3, ROI quantifié, social proof. En fait, l'objectif, c'est juste de vous dire, dans mon email, j'apporte un nouveau contenu qui peut potentiellement trigger la personne en face de moi. Parce que si vous répétez exactement la même chose avec juste une fin d'email en mode, je me permettais de faire une relance, vous faites pas de différence, vous répétez le même message, il n'y a pas de raison qu'elle vous réponde. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des patterns interrupt. Alors, faut doser, mais évidemment. Et c'est un peu, quelque chose qui vient casser l'attente, qui va susciter la prise de réponse directe. Par exemple, la permission. Est-ce que je peux faire ceci? Ou, peut-être que le timing n'est pas bon. Ou, peut-être que vous n'êtes pas la bonne personne à adresser. D'accord? En fait, toutes ces choses-là, c'est des choses où la personne va se dire: «Beh, si, en fait, c'est bien le cas, donc je vais quand même lui répondre». Ça le met un petit peu dans une position où il se dit: «Bah, si, en fait, c'est bien la bonne personne à qui il faut adresser, donc je vais lui répondre, que ce soit positif ou non». D'accord? Et puis le break-up, ce qu'on appelle le break-up, c'est le dernier email, toujours laisser la porte ouverte, et puis pas terminer sur un email. Je vois certaines boîtes qui finissent sur un email un petit peu sarcastique, un petit peu énervé parce qu'ils ont pas eu de réponse. N'oubliez pas que c'est vous qui allez déranger les personnes en envoyant un email qui n'a pas été demandé. Donc terminez de manière smooth, laissez la porte ouverte, terminez sur une bonne note pour que si la personne à un moment donné se souvient de votre email, elle ait envie de vous recontacter. Question de timing aussi, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur des timings, beaucoup trop rapprochés, beaucoup trop éloignés, sur des timings très linéaires, c'est toujours tout le temps la même cadence. Le timing, ça doit être quelque chose de dynamique. Un coup, envoyez un email, puis attendez 3 jours, puis attendez une seule journée. Voilà, faites varier votre timing, faut qu'il y ait rien qui se ressemble parce qu'il y a des personnes, j'ai déjà vu ça, qui envoient un email une fois par semaine et c'est tous les jours, enfin toutes les semaines le même jour. C'est tout bête, mais envoyer, le même email toutes les semaines le mercredi, bah, si votre personne ne travaille pas le mercredi, elle ne verra pas votre email. C'est vraiment un truc tout bête, mais c'est des choses que je vois des fois dans des boîtes. Donc faites varier votre timing, faites varier les heures d'envoi et les heures de contact. Et puis un autre problème, c'est le monocanal. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur l'email, uniquement sur du LinkedIn, uniquement sur les call calls. Alors, je vais nuancer mes propos. Je pense que c'est très important de commencer par un canal et réussir à le maîtriser. Mais vous allez pouvoir multiplier les points de touche et les différences de points de touche en faisant du multicanal, de l'email, du LinkedIn, du call call, de l'Ads, et cetera. Et tout ça, ça vous permet de toucher autrement votre audience, d'accord? Et donc de potentiellement aller déclencher l'intérêt, déclencher la réponse. Dernier point, le tracking, l'analyse, super important. Beaucoup de boîtes ne traquent absolument pas ce qu'elles font, donc elles ont aucune idée de ce qui a fonctionné ou pas, et elles fonctionnent un petit peu au petit bonheur à la chance. Ah tiens, cette campagne a marché, mais je sais pas expliquer pourquoi. Donc focusez-vous sur les métriques qui impactent directement le revenu, les taux de réponse, du coup la conversion en rendez-vous, le taux de show-up, le pipeline qui a été généré et le coût d'acquisition finale. Ça, c'est les métriques primaires. OK? J'envoie un email, combien de réponses j'ai? Et in fine, j'envoie un email, combien de rendez-vous j'ai eu? Et donc quel est mon coût d'acquisition? C'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, on a toutes les métriques secondaires qui vous permettent d'arriver à ça. Le taux d'ouverture, le bounce rate, le click rate, et cetera. En fait, vous devez traquer tout ce qui est secondaire, d'accord? Mais vous en basez simplement pour modifier et faire tendre votre emailing vers d'autres choses. Un faible taux d'ouverture égale soit mauvaise livrabilité, soit mauvais objet d'email. Un faible taux de réponse avec un bon taux d'ouverture égale un mauvais message, d'accord? Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Vous devez comprendre ce que chaque élément de tracking signifie et derrière se concentrer sur les métriques qui rapportent aussi. Et puis, bah, les métriques d'effort, c'est aussi super important. Quand on parle de système, on parle souvent beaucoup plus d'input, que de KPI brut. Pourquoi? Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup plus qu'une boîte ait comme objectif d'envoyer, 500 emails par jour que de générer 40 rendez-vous par mois. Pourquoi? Parce que s'il faut correctement tout ce qu'on a vu depuis le début de cette vidéo, et qu'elles envoient du volume, elles vont in fine aller chercher ces rendez-vous. Alors que si elles se concentrent à juste faire leur rendez-vous, ce n'est pas sur
Les inputs qui sont avoir une bonne infrastructure, envoyer suffisamment d'emails, tester suffisamment de variants d'emails par an, bah, il y a peu de chances qu'elles atteignent leur objectif. Parce qu'elles sont trop focus sur la fin et du coup, elles oublient toutes les étapes d'avant. Alors que si on se concentre sur le point de départ, tous les points de départ, c'est-à-dire sur les 6 piliers, avoir une bonne infrastructure, tester et valider les bonnes cibles, tester et valider les intent data, tester et valider les différents messages, tester et valider les volumes d'envoi, tester et valider les étapes de tracking, tout ça, c'est vos inputs. Si vous maîtrisez ça tous les mois, in fine, vous allez forcément vous rapprocher de votre objectif. Et il n'y a plus besoin de mettre cet objectif de rendez-vous. Donc pour moi, le plus important, et c'est un peu des fois contradictoire, on dit c'est un petit peu bizarre, mais franchement, concentrez-vous sur les inputs. Combien d'emails j'envoie? Est-ce que tous mes emails sont bien setup, et cetera, et tout ce que je vous ai dit plus haut, d'accord? Bien évidemment, in fine, faites les calculs. Est-ce que vous rentrez dans le clou d'un point de vue, génération de rendez-vous? Et puis ce qu'il y a de mieux, hein, franchement, faites des dashboards de pilotage. Moi, c'est ce que je fais constamment, avec Claude notamment et le MCP de SmartLead puisque c'est l'outil d'emailing que j'utilise. J'ai connecté SmartLead à Claude. Toutes les semaines, je sors des rapports et tous ces rapports, je les rassemble en un dashboard de pilotage qui me permet de voir mes croissances d'emails envoyés, voir si j'ai des chutes, mes croissances de performance par email. Bref, avoir un nombre d'informations assez colossal qui me permet d'avancer non pas à l'aveugle, mais d'avancer de manière spécifique. Et je sais que si je vais faire ça, c'est parce que c'est basé sur une data. Toujours faites des actions intent-based, d'accord? La data, c'est la clé. Il y a pas besoin de faire une machine overkill. J'ai juste besoin de suivre les bonnes data et d'aller dans le sens de la data. OK. Pas d'AB test structuré, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont faire, 3 AB tests différents sur le même email, 3 variantes sur le copy et cetera. En fait, sachez une chose, c'est qu'un AB test, c'est AB, c'est 2 éléments, d'accord? Par exemple, ça va être vous voyez ou tutoyer, changer le CTA, enfin et cetera. Mais si vous changez plusieurs choses sur votre email et que vous avez une différence, que ce soit positif ou négatif, vous savez pas à quoi c'est dû. Et donc, potentiellement, vous allez, pas pouvoir dans le temps, pouvoir appliquer sur les mêmes emails les meilleurs tests que vous avez pu faire. D'accord? Donc un AB test, seulement une chose. OK? Et puis avoir des protocoles bien évidemment rigoureux, c'est-à-dire qu'on émet une hypothèse, on set-up l'AB test, on split avec les mêmes types d'audience, les mêmes volumes, les mêmes conditions d'envoi. On attend sur une durée d'analyse peut-être d'1 à 2 semaines, on fait notre analyse et là on conclut. Des volumes trop faibles, c'est-à-dire que, beaucoup de personnes testent sur des volumes beaucoup trop faibles, 100-200 emails. Alors, ça peut donner un aspect général, on est bien d'accord. Mais c'est beaucoup trop faible pour se dire si une approche est à laisser à la poubelle ou non. Donc testez au moins sur 500 emails et ça vous permet de vous dire: «OK, sur 500 emails, j'ai eu ça sur l'option A, ça sur l'option B, là je peux tirer une conclusion». D'accord? Par contre, 1500, 2000, 3000, beaucoup plus d'emails, c'est pas forcément beaucoup plus intéressant, d'accord? Et ça va juste vous faire consommer votre TAM sans intérêt. La règle universelle, c'est avoir minimum 15 conversions par version à peu près, pour avoir une vraie vision significative de est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. Voilà un petit peu pour ça. Et puis bien évidemment, une bonne analyse des réponses négatives, ça arrive très souvent. Ça vous donne beaucoup d'informations, la réponse négative. Typiquement, si on vous dit le timing, bah, c'est peut-être l'intent data qui est pas bon. Si on vous dit le budget, c'est peut-être que vous ciblez pas les bonnes boîtes avec le bon chiffre d'affaires. Si on vous dit le besoin, est-ce que vous ciblez les bonnes personnes et les bonnes typologies de boîtes? Si on vous dit la concurrence, est-ce que vous êtes allé vous renseigner sur comment signe la concurrence, qu'elle a mis en place? Si on vous donne l'autorité, c'est pas moi qui décide, et cetera, il y a un problème de ciblage au sein de la boîte. En fait, les retours, c'est important de les prendre en compte parce que si vous voyez que dans vos emails, vous avez beaucoup de retours de timing, alors déjà, ça peut être une bonne idée pour mettre en place, du nurturing et de la relance, mais ça vous dit aussi surtout quelque chose, c'est que vous contactez pas les personnes au bon moment. Donc vous devez travailler sur quand est-ce que c'est le bon moment. Et voilà un petit peu pour ces analyses de 6 piliers. C'était une vidéo assez longue, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs, si c'est trop bien, c'est trop complexe, c'est pas clair, mais je voulais en faire un sujet important parce que c'est un sujet important. Quand on construit une sales machine, on vient construire absolument toute la structure. L'infrastructure, la data, le copywriting, le séquence, le tracking, on vient tout construire chez vous. Maintenant, il y a des tests à faire, il y a des règles à respecter pour aller avancer dans le droit chemin, d'accord? Et ça, c'est ultra important de comprendre et si vous gardez ce document, auprès de vous, et que vous appliquez ce qui est dit, il y a aucune raison que vous n'allez pas chercher de la performance à un moment donné, parce que vous optimiserez tous les paramètres. Mais il faut faire les choses intelligemment, faut traquer, faut analyser ce que vous faites, faut respecter les bonnes conditions d'envoi, faut avoir un bon ciblage, un bon message. Donc c'est du boulot, d'accord? Mais tout ça va vous permettre d'avoir de l'efficacité. Petit moment auto-promo, aujourd'hui, nous, ce qu'on construit, c'est des sales machines. Donc, il y a un sales machine, c'est cet élément qui vous permet de contacter les bonnes personnes au bon moment, de la bonne manière, de manière automatisée.
Autrement dit, vous avez plus une prospection massive et dans le flou, d'accord? Vous avez une prospection qui est, prédictive, qui est basée sur de la data, votre data CRM initialement, de la data issue de signaux qui ont été émis, de la data fraîche. Bref, vous avez une prospection qui est solide et qui vous permet de vous dire: «On fait la bonne chose et on avance dans le bon sens». D'accord? Si ça vous intéresse d'en discuter, de voir quel pourrait être l'intérêt de mettre en place une sales machine versus votre mode de fonctionnement actuel, je vous propose de réserver un petit appel de découverte. Je vous présenterai ce qu'on est en mesure de faire. On viendra échanger sur ce que vous faites actuellement et quelle est la différence entre ce que vous faites et une vraie sales machine et quels sont, bah, les points importants où vous pourriez gagner du temps et bien évidemment gagner de l'argent parce que, c'est ce que vous recherchez en allant prospecter. Merci à vous, en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je reste disponible si vous avez des questions à ce sujet.